Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Julien Poitras, tour à tour médecin, fondateur des éditions Moelle Graphique et auteur de la poignante bande dessinée Le poids de nos traces. Julien Poitras, salut. Salut Jean-Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer au balado. Toi qui es à 6000 kilomètres et plus même de chez moi, au moment où on se parle. Alors, Je n'ai pas calculé, mais ça peut faire du sens. Ouais, donc tu es dans le sud de la France, Exact. présentement, Tout à fait. Ouais. pour quelques mois, c'est bien ça? Oui, en fait, je suis déjà là, moi, depuis le début septembre, et puis mon séjour se termine à la fin du mois de février. Ah, donc tu vas quand même pouvoir attraper la fin de l'hiver. Oui, j'aurai le plaisir de goûter. Mais j'aime bien l'hiver, j'aime bien les activités hivernales, sportives, courir dans la neige, donc ça me manque un peu, donc ça va être intéressant de Alors, Julien, revenir. pour te présenter, tu es un homme multiple. Tu es doyen de la faculté de médecine de l'Université de Laval. En fait, Euh, je l'étais jusqu'au mois de juin 2025. Oups, Mais OK, donc je maintenant, suis en retard. bon, c'est pas grave. Mais maintenant, moi, je suis toujours professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, mais non, sinon plus doyen. Tu es également médecin d'urgence au centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis. Tu es fondateur, éditeur de la structure éditoriale Moelle Graphique, basée à Québec. Tu es également auteur de bande dessinée. Donc, beaucoup à couvrir en une seule petite heure. Et on va s'attarder à ton plus récent livre, Le poids de nos traces, publié en avril 2025 aux éditions Moelle Graphique. Un album que j'oserais qualifier d'atypique, de frontal, de poignant. Un, un livre qui nous fait beaucoup réfléchir euh, et qui est toujours d'actualité parce qu'en quelque part, il y a une quête de bienveillance dans ce livre-là. Et au moment où on enregistre l'épisode, me semble-t-il qu'il en manque beaucoup de bienveillance tout autour de nous. Euh, alors, si tu le veux bien, Julien, j'aimerais d'abord qu'on parle du pan éditorial. Tu as fondé les éditions Moelle Graphique en 2008, si je ne m'abuse. En fait, il y a eu deux versions à Moelle Ouais, Graphique, hein. Il y a une version qui était davantage, je te dirais, artisanale. Donc, c'est le Moelle Graphique qui se terminait par QUE, ouais. où ce que je faisais essentiellement était de publier, oui, effectivement, des bandes dessinées, mais c'était des bandes dessinées qui étaient publiées à petit tirage, qui étaient fabriquées, en fait, minutieusement à la main, exemplaire par exemplaire. Donc, j'imprimais le tout chez moi, puis je m'amusais donc à travailler le livre comme objet. Donc, c'est des séquelles, en fait, de ma formation en art visuel à l'Université Laval, où j'ai toujours continué à aimer le livre comme objet. Parce que là, je te vois visuellement, des points d'interrogation dans les yeux. J'ai une formation en art visuel. Moi, j'ai un bac en art visuel avant de faire la médecine. Et je m'étais intéressé beaucoup aux livres à ce moment-là, donc comme objet, en fait. Et j'ai travaillé beaucoup pendant cette période-là en moelle graphique, justement, à essayer de mettre en forme là, des objets intéressants en termes de livres qui soient congruents avec en fait, le sujet de la bande dessinée, avec le fond finalement là, de l'objet. Donc, c'est un peu le travail de moelle graphique, effectivement, qui a été démarré en 2008. Et puis en 2018, on est passé à une autre étape avec Moelle Graphique qui se termine par un cas qui est, elle est une maison d'édition le plus standard où on fait imprimer les livres et ils sont distribués donc à plus grande échelle, donc dans l'ensemble des librairies du Québec. Mm. Et ma foi, un catalogue pluriel qui s'est vraiment accéléré au fil des années. C'est quand même assez impressionnant la quantité de bandes dessinées que tu as publiées depuis ce second souffle avec un cas, là. Oui, effectivement. Écoute, on est à une trentaine de titres actuellement. Et Oui. ça se continue bon an, mal an. On publie autour de sept bandes dessinées annuellement. Ceci dit, en fait, moi, je suis content parce qu'on obtient des propositions intéressantes et c'est ce qui nous amène à publier ces bandes dessinées-là. Donc, c'est un signe, je pense, de la vitalité
du monde de la bande dessinée au Québec et de la vitalité des auteurs et autrices là, qui nous soumettent des projets intéressants. Oui, un catalogue assez audacieux, assez inclusif aussi. Il y a des livres. J'ai l'impression que tu as quand même conservé l'esprit des débuts de Moël Graphique QE. C'est-à-dire que quand même, tu y publies notamment un album de Robert Pasternak qui est pas qui est pas à la portée de tous, quoique, Ouais, je veux dire, moi, je qui est atypique. conseille à tout le monde de plonger dans un album de Robert Pasternak parce que c'est extraordinaire. Tu publies également beaucoup d'autrices, beaucoup de premiers livres. On n'a qu'à penser à Comme des rats de Géraldine, à Malacu de Esther Bordet, que j'ai lu dernièrement. Excellent livre. Euh, En même temps, tu publies également des doyens. On n'a qu'à penser à Louis Rémillard, que, évidemment, sur toutes les tribunes, quand je peux en parler, j'en parle. J'affectionne particulièrement son travail. Euh, Structure éditoriale aussi qui a connu un immense succès avec le livre René Lévesque, quelque chose comme un grand homme de Marc Tessier, qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires quand même. Au Québec, Ouais. c'est un haut fait, là. Mhm. Exact, effectivement. Donc, qu'est-ce qui motive le choix d'un projet chez Julien Poitras et est-ce que vous avez un comité éditorial? Est-ce que je m'abuse Oui, avec... oui, on a un comité éditorial, effectivement. Puis, bon, bien entendu, j'en fais partie. Puis, ça se dit, je ne suis pas le seul à décider. C'est souvent sur des coups de cœur, je te dirais, Jean-Dominique, un petit peu comme tu le mentionnais pour Pasternak. Moi, quand j'ai vu cet album-là, ce projet d'album-là, je me suis dit, il faut que ça soit publié, là, on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est parfois sur des coups de cœur comme ça. D'autres fois, écoute, c'est une question également, je pense, d'auteurs, d'autrices qui ont droit au chapitre. Tu sais, je pense à Grégoire Bouchard, là, qui a été publié jusqu'à maintenant, en fait, presque uniquement en Europe, et puis qui peinait à trouver un éditeur au Québec. Écoute, c'est un travail que j'admire, que j'admirais depuis longtemps. Et je trouvais ça intéressant qu'une maison d'édition québécoise puisse prendre Grégoire sous son aile et publier ses derniers opus. Donc, c'est un peu un mélange de plusieurs choses finalement, là, mais beaucoup des coups de cœur et cette idée-là d'avoir un créneau, comme tu le disais, qui est un petit peu atypique là, quand même, qui ne mise pas uniquement sur un grand succès de librairie, mais qui regarde les œuvres qui sont soumises et lorsque, de notre point de vue, une œuvre devrait être publiée, devrait se retrouver sur les étalages des libraires, même si on a l'impression que ce ne sera pas nécessairement des ventes mirobolantes, bien, on a tendance à supporter ces projets-là dans notre portfolio, là. Et heureusement, parce que il se dégage une direction dans la ligne éditoriale de Moël Graphique, c'est-à-dire de faire des livres qui ont besoin d'exister et qui peut-être n'existeraient pas autrement. C'est de plus en plus l'impression que j'ai, moi, comme lecteur, comme observateur aussi, en assistant à la construction de ton catalogue. Et, euh, et tant mieux si à travers ça, il y a des succès en librairie parce que ça permet Ouais, justement, ouais, tout à fait. Mhm. ça sert de soupape parce que, il faut le dire, ta structure éditoriale ne dispose pas de subventions au fonctionnement. Pas jusqu'à maintenant. Puis effectivement, elle est constituée en organisme à but non lucratif. Donc, c'est vraiment l'idée d'une structure où tout ce qui arrive comme revenu donc, sert à publier d'autres auteurs, d'autres autrices ou de nouveaux livres de nos auteurs et de nos autrices. Donc, il y a vraiment un aspect, je te dirais, dans la structure de regroupement d'artistes de la bande dessinée qui veulent à travers ça, donc encourager de nouvelles publications, encourager de nouvelles auteurs, de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs. Donc, de pouvoir mettre, encore, comme je le disais tout à l'heure, donc sur les étagères des libraires, donc des nouveaux livres dans cette optique-là. Mm. Avoir une structure éditoriale basée dans la vieille capitale, alors que, tu sais, dans les années 2000, il y a vraiment eu un exode. Là, je te vois sourire. De toute façon, moi, je suis pas dans Québec-Montréal, j'habite Matane, je suis à l'extérieur de ce combat-là. Est-ce que le but d'Alain Côté était bon? J'en ai rien à cirer. Ceci dit, euh,
il y a quand même peu de structures éditoriales présentement à Québec en 2025 qui sont actives. On n'a qu'à penser à Nick à Feu, aux éditions Rémi Paradis. Il n'y en a pas énormément. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, en 2026, pour un éditeur comme toi, euh, d'établir donc une structure dans la vieille capitale? Parce que ça implique que, par exemple, quand il y a des lancements d'organiser, ben, il faut que tu te déplaces. Il y a des lancements à Québec, mais il y a aussi des lancements à l'extérieur et ça implique donc qu'il faut se déplacer. Qu'est-ce que c'est publier de la bande dessinée en 2026 en étant basé à Québec? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, c'est une bonne question. C'est un tracas supplémentaire parfois, là, parce qu'effectivement, l'autre aspect au-delà des maisons d'édition, c'est que les distributeurs, les diffuseurs sont basés à Montréal. Donc, ça veut Mm. dire que les livres sont entreposés dans la région de Montréal de façon générale pour pouvoir être distribués en librairie. Donc, ça exige certains déplacements, certains accommodements dans ce contexte-là. Mais moi, je vois également une fierté aussi, Jean-Dominique, tu sais, de pouvoir être à Québec, parce qu'il y a quand même une histoire intéressante de la bande dessinée à Québec. Je pense à la Société des créateurs et créatrices de bande dessinée, la SCABD, qui a Ouais. eu ses bonnes années. Et il y a également donc à Québec des gens qui s'intéressent à la bande dessinée en termes théoriques que j'apprécie beaucoup. Tu sais, je pense à Michel Giguère, je pense à Raymond Poirier, je pense à tout le travail que Thomas Louis Côté fait également avec la Maison de la bande dessinée. Donc, je Ouais. pense qu'il y a de la place pour la bande dessinée à Québec, pour les amateurs, les amatrices. Et comme je te disais, moi, c'est une fierté de pouvoir quand même être basé à Québec et de pouvoir opérer cette entreprise d'édition-là. Parce que, bon, à quelque part, ça, c'est dans la mouvance un peu historique de cet autre point chaud, là, je dirais, en bande dessinée au Québec, qui est la ville de Québec. Oh oui, tu as tout à fait raison. C'est un pôle depuis très, très longtemps. Et dans les années, bon, tu évoquais la SKBD, milieu des années 80. Il y a un foisonnement dans les années 90 au niveau de la scène du fanzina à Québec. Le fanzine Tabasco, moi, c'est un fanzine que je porte très, très chèrement dans mon cœur. Mais donc, et il y a beaucoup d'artistes qui sont issus de la ville de Québec Ouais. et qui ont migré après ça aux 80. Mais donc, il est vrai que c'est un pôle très, très important, Québec. Et tu fais très, très bien euh, de le souligner. Euh, Dans la première mouture de Moël Graphique, à cette époque-là, entre 2008 et 2018, où tes livres étaient fabriqués à la main et ne jouissaient pas d'une vaste distribution, tu as quand même publié Le Palais des Champions de Valium, que tu as tiré à quoi? Une cinquantaine d'exemplaires? Ouais, ouais, Oh, une cinquantaine d'exemplaires, effectivement. c'est un morceau de bravo avoir fait ce livre-là. Mon seul C'était un regret, des, euh, c'était un des plus compliqués, effectivement, à faire. Puis, effectivement, monter ce livre-là à la main, c'était vraiment beaucoup de travail. C'était super agréable comme expérience, quand même, avec Valium de le faire. Mais bon, écoute, c'était dans cette période-là où on a travaillé sur un objet, à mon sens, qui était extrêmement intéressant, avec une jaquette et puis beau, quel un magnifique objet. format, un Oh! format intéressant. Mm. Et c'est fou parce que et sans vouloir comparer, il y a une version en anglais qui En est anglais, parue ouais. chez Conundrum Press, Ouais, ouais, éditeur canadien. Couverture rigide, mais évidemment, format beaucoup plus petit parce que ouais. les impératifs financiers obligeants. Mais en tout cas, si jamais quelqu'un est à l'écoute, moi, j'ai perdu mon exemplaire. En fait, oui, perdu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, je n'ai plus mon palais des champions de Moët Graphique. Alors, si jamais quelqu'un en a un exemplaire de trop, j'ai deux reins. Je suis prêt à peut-être me délester d'un rein, là. Mais bref, chapeau bas, je me souviens, je vous l'avais acheté À dans le... Montréal, au Oui, festival. Oui, oui, je me au souviens bien. Festival de Ouais, Montréal avec ouais. Patrick qui était, Henriette Valium, qui était très, très, très heureux, qui était dans une belle période de sa vie aussi. Ne serait-ce que pour ça, merci beaucoup, Julien.
C'est des bons souvenirs que tu amènes là, puis on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Patrick, puis effectivement, je pense qu'il était très content du produit fini. Ceci dit, bon, dans le contexte de ce que faisait cette maison d'édition-là à ce moment-là, avec des tirages faits à la main, Ouais. en termes de quantité, à un moment donné, ça devenait impossible de multiplier par 2, 3, 4, 5 la production à un moment donné. C'est que tu peux plus fournir parce que chaque livre, c'est à peu près une heure et demie de travail, tu sais, monter ça, là, C'est quand tu fou, hein? regardes. Quel acte d'amour. Et d'ailleurs, Julien, est-ce que quelque part, cette idée de fabriquer des livres, est-ce que c'est pas un peu pour faire le contrepoint de ton autre carrière qui t'amène dans plein d'autres sphères? Oui, ben, en fait, deux choses là-dessus, Jean-Dominique. En fait, c'est une façon pour moi que cette passion-là, par rapport à l'art, à ma formation en art visuel, ne s'éteigne pas. Donc, déjà, j'étais en formation en art visuel. La bande dessinée faisait partie, en fait, beaucoup de mon monde. J'ai côtoyé pendant ces années-là, c'est Benoît Joly qui était inscrit à certains cours dans lesquels je l'étais. Il y avait André-Philippe Côté, etc. Donc, c'est des gens que j'ai appris à connaître, dont j'ai admiré le travail. Puis c'est un peu ça qui m'a amené au travail d'édition également, parce que tu sais, je me souviens, entre autres, tu as parlé de l'album de Valium, mais il y a l'album également de L'Homme au graffiti d'André-Philippe Côté que j'ai eu Ouais. le plaisir d'éditer dans cette structure-là, moi, le graphique QUA. Et moi, c'est un livre que j'avais vu à travers le portfolio d'André-Philippe lorsqu'on se rencontrait les lundis, là, au lundi du Bélé, une fois par mois, lorsque j'avais à peine 20 ans. Et j'avais apprécié beaucoup ce livre-là. J'avais apprécié le livre de Benoît et autres. Et je me disais, bon, ça pourrait être. Puis à un moment donné, à mesure que les années ont passé, je me disais, ça serait vraiment extrêmement intéressant de pouvoir se donner une structure qui permette de sortir ces livres-là, ne serait-ce qu'à quelques dizaines d'exemplaires. Donc, c'était un peu la démarche qui m'a amené dans cette direction-là. Puis, bien entendu, comme tu le mentionnes, bon, la médecine d'urgence, la médecine académique, ça nous occupe beaucoup. C'est extrêmement intéressant, je pense, d'avoir d'autres soupapes dans notre vie qui nous permettent de mettre ça un peu de côté, puis de s'investir différemment dans des activités artistiques ou autres. Puis moi, dans les enseignements que j'ai donnés, puis tu le vois dans le livre également, Point de Mm. trace aux étudiants, aux étudiantes, j'ai vraiment toujours insisté sur le fait qu'ils puissent se développer donc, une diversité d'intérêts autres que la médecine ou que les sciences de santé, justement pour pouvoir avoir une diversité également dans leurs approches au niveau de la patientèle, garder un esprit ouvert, un esprit large qui leur permette donc de s'adapter à des patients, des patientes qui n'ont pas la même réalité qu'eux et d'avoir cette ouverture-là. Donc, je pense que c'est sain à quelque part. Puis ça faisait partie également, peut-être initialement, je te dirais un peu inconsciemment, et à mesure que les années ont passé, j'ai toujours conservé dans cette pratique artistique-là vraiment pendant ma pratique professionnelle qui, je trouve, a enrichi cette pratique professionnelle-là, puis m'a aidé également à garder un équilibre à travers tout ça. Ben, à la lecture du poids de nos traces, dans la seconde portion de l'album qui se passe dans le présent, ce qu'on sent en fait, c'est c'est que le médecin et l'auteur de bande dessinée se supportent mutuellement. Il y a quelque chose, il y a un enchâssement dans la pratique respective de ces deux activités-là. Euh, et je sais pas, mais j'ai l'impression que, en te lisant, que la bande dessinée développe une autre manière d'écouter euh, et que dans ta pratique de docteur, de médecin, j'ai l'impression en lisant le poids de nos traces que justement que l'écoute que te permet la bande dessinée te rend qui te rend meilleur dans ta pratique, ou en tout cas te permet d'aborder ta pratique avec une sensibilité peut-être un peu plus différente que l'image qu'on se fait de la médecine.
Oui. Bah, en fait, traditionnellement, quand tu regardes l'histoire, la médecine a toujours été décrite comme un art et une science, mais on a beaucoup dans nos écoles, dans les dernières années, insisté sur la science. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sciences Mm. à appréhender. Il y a énormément de connaissances à emmagasiner et puis de compétences à acquérir qui sont davantage, je te dirais, du domaine de la science, mais il reste que le lien avec l'humain, le fait d'être capable d'entrer en relation avec un homme ou une femme et d'aborder des questions de santé, ben ça reste davantage, je te dirais, une compétence un peu plus molle qui réfère davantage à l'art, la communication et autres. Et effectivement, je pense que ça enrichit. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a tendance à faire en sorte que nos étudiants, nos étudiantes puissent vraiment développer une foule d'intérêts, soit dans les arts ou autres, pour justement appréhender et cette rencontre-là avec l'autre d'une façon ouverte, d'une façon qui soit vraiment dans un esprit d'entraide, dans un esprit tu parlais un petit peu plus tôt de bienveillance envers les autres personnes. Mais je te dirais que pour moi, c'est une influence qui est bilatérale. Et puis, à quelque part, mon travail de doyen comme administrateur, les arts permettent également parfois d'arriver avec une solution qui soit un petit peu out of the box, qui soit différente que ce à quoi on serait habitué, justement parce que ça permet de prendre un peu de distance, de réfléchir aux choses différemment, puis d'appréhender une problématique avec une vision, avec une approche différente et parfois donc d'amener des solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions traditionnelles qu'on a appris dans un livre de gestion, de management, mais de pouvoir justement mettre en application d'autres façons de faire qui finissent par fonctionner. Donc, il y a plusieurs façons de s'influencer. Puis, la, la médecine ou les professions de la santé peuvent influencer également une pratique artistique et peuvent influencer également la manière dont un artiste va donc produire une œuvre d'art. Puis ça, c'est des thématiques qui sont extrêmement, je te dirais, active et actuelle dans nos écoles de médecine. Et puis à Nice ici, c'est assez intéressant parce que j'ai pu participer à un cours de formation des étudiants en arts visuels dans une école de la ville de Nice. Ils sont allés à la faculté de médecine, au laboratoire d'anatomie pour euh, dessiner des squelettes, dessiner des os, dessiner des ossements Wow. qui étaient présents ici. Puis c'est une expérience qui est en cours avec l'Université Côte d'Azur ici, où justement, en cours d'année, les étudiants vont avoir la possibilité d'aller au laboratoire d'anatomie pour appréhender le corps humain et voir comment le corps humain peut être un sujet également là, d'une activité artistique. Donc, puis on a tout à gagner de façon générale dans nos champs d'intérêt, je te dirais de façon très, très large à l'interdisciplinarité. Donc, on a tout intérêt à pouvoir justement faire en sorte que des domaines d'études, des domaines d'intérêt dans nos universités et ailleurs puissent justement fusionner, se rapprocher d'autres domaines qui initialement pourraient paraître antagonistes ou absolument ne pas toucher, mais c'est dans ces interfaces-là qui ne sont pas évidentes au premier degré qu'on est capable d'aller, je pense, définir, défricher de nouvelles zones d'intérêt, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Puis bon, je suis né un petit peu à l'interface entre les arts et la médecine à travers mes études. Et je pense que c'est quelque chose qui est applicable à plein d'autres champs d'intérêt humain. Mais ton, ton livre, le pas de nos traces, est à la confluence de ces de ces deux champs-là de ta vie. Euh, Ce qui est très intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il est constitué de deux parties très distinctes. La première, euh, c'est un livre que tu avais produit en 2008, La chauve-souris et la boîte à biscuits, où donc
tu racontes un pan de ton enfance qui va nous mener au présent par la suite. C'est vraiment très, très particulier parce que euh, tu y racontes euh, en fait une rencontre déterminante dans ta jeunesse, celle d'une chauve-souris. Et là, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, ça aurait très, très bien pu mal se terminer. Hein. On n'a qu'à penser à Batman. Donc, alors que dans Batman, la chauve-souris distille la peur, chez vous, elle distille la curiosité et le rapport à la mort qui est complètement différent. Et dans cette première partie-là que tu as produite en 2008, tu t'y mets en scène jeune, donc à la troisième personne, on te voit défiler dans les cases. Et donc, ce livre-là que tu avais produit en 2008, est-ce qu'à l'époque, cette première partie-là, La chauve-souris et la boîte à biscuits, est-ce que ce récit d'enfance passé à Baie-Sainte-Catherine, magnifique coin, tu sais que j'affectionne tout particulièrement Baie-Sainte-Catherine, j'y ai passé Mhm. de nombreux étés chez des amis. Juste avant de prendre le traversier à Tadoussac, là, donc Euh, un joyau, vraiment un joyau. Et donc, est-ce qu'à l'époque, quand tu produis cette œuvre-là, est-ce que tu as déjà dans l'idée de l'arrimer dans le futur à autre chose ou c'est une fin en soi au point de départ? Non, ouais, initialement, c'est vraiment une fin en soi. Puis comme je le mentionne, peut-être pas suffisamment clairement dans le livre, mais c'est vraiment Jacques Sanson qui m'a allumé Hmm. sur l'idée d'une suite. Je lui ai fait lire le livre et puis il m'a dit, ben, un jour, ça pourrait être intéressant que tu racontes un parallèle entre cette histoire-là et ce que tu vis maintenant comme professionnel de la santé, comme médecin. Puis il m'avait mis sur cette piste-là. Je l'avais laissé dormir pendant un bon bout de temps. Et puis, de fil en aiguille, donc, j'ai ressorti cette idée-là. Puis là, est venu à travers ça la possibilité également d'un certain legs aux étudiants, aux étudiantes que j'ai côtoyés comme doyen, puisque à quelque part, donc, ça me permet de passer beaucoup des messages que j'ai pu leur laisser au cours des années. Donc, ça a été comme un peu Jacques qui a donné cette étincelle-là. Et puis, cette deuxième partie-là m'a permis de mettre en mots, de mettre en image plusieurs des messages qu'au fil des années, moi, j'ai passé aux étudiants, aux étudiantes. Évidemment, il y a plusieurs années qui séparent les deux parties de ce livre-là. Au niveau graphique aussi, qui sont, euh, qui sont très distinctes. Hein. Première partie, dans le passé, on n'est pas dans l'exaltation de la couleur, Mhm. pas du tout. Ceci dit, il y a une approche graphique qui est très peu fréquentée au Québec, que je définirais comme une espèce d'approche au niveau du dessin, au niveau de l'exécution de l'aquarelle, photoréalistique. Est-ce que le terme te convient? Oui, oui, tout à fait. Et puis, oui, en fait, puis ça, ben, elle l'est davantage même dans la deuxième partie, hein, dans, Oui. dans- dans le contexte où j'ai insisté beaucoup là-dessus. Puis pour moi, cette deuxième partie-là, c'est important parce que bon, tu le mentionnais tout à l'heure, dans la première partie, on est comme la troisième personne. On me voit faire des Ouais. choses dans cette partie-là, en fait, lorsque j'étais jeune. Mais dans la seconde partie, on ne me voit pas. En fait, on voit à travers mes yeux. Donc, c'est une histoire à la première personne ou comme un jeu vidéo à la première personne. Et mon idée là-dedans, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens puissent vraiment s'identifier à un médecin d'urgence à travers un corps de travail. C'était l'idée de dire, pour moi, plus ça va être réaliste, plus les gens vont avoir la capacité de se figurer que oui, ils sont dans un hôpital et ces choses-là sont en train d'arriver. Et l'autre élément que tu as probablement noté également, c'est une unité très, très serrée. Hein. J'ai utilisé des photos comme modèle pour mes dessins qui ont été prises un jour particulier, le 3 mars 2023, où je suis vraiment allé faire un quart de travail à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, tout le long de mon trajet, lorsque je cours vers la Hmm. traverse, etc., donc j'ai pris des photos qui ont été utilisées par la suite. Et le timing de ce déplacement-là est extrêmement réaliste également, puisque j'ajoute des montres. Mon Apple Watch, on a des vues de ma montre, on est rendu à telle heure, etc. Donc, cette Ouais. idée-là de temps
est très présente. Et cette approche-là de temporelle extrêmement serrée, bien, elle vient se rompre une fois qu'on est à l'urgence, on est un petit peu hors du temps. Le corps de travail dure 8 heures, mais ça passe extrêmement vite. On n'a plus Ah oui. et on n'a plus cette idée-là. Donc, les montres disparaissent une fois à l'urgence et on perd cette idée-là de notion du temps pour la retrouver lorsque je sors, que j'ai terminé mon corps de travail, que je retourne à la maison. Donc, il y avait un jeu également là, que je trouvais intéressant en termes de réalisme. C'est pousser le réalisme, oui, avec la photo, mais également avec cette idée-là, la temporalité aussi très réelle d'une journée de travail était importante pour moi à restituer là, ce que j'ai fait avec cette idée-là de téléphone cellulaire, de montre, etc. Puis, comme tu le sais, on est tellement envahi actuellement. Au-delà de l'intelligence artificielle, avec ces gadgets-là qui nous rappellent l'heure, et puis il n'y a pas moyen d'échapper à peu près à cette réalité-là numérique. Donc, c'était pour également euh, mettre en évidence comment on en devient esclave et également condamné aussi à vivre à travers ces facéties, finalement, en fait, cette artificialité là, du temps à travers des montres numériques, à travers des iPhones et autres. Et à la Et lecture du poids de nos traces, euh, je l'ai relu cette semaine pour préparer l'entrevue. C'est fou parce qu'à chaque fois que je lis ce livre-là, le temps s'arrête. Le fait, dans la deuxième portion où tu es à l'urgence, le fait d'être dans une perspective à la première personne, comme tu évoquais tantôt, jeux vidéo, pour nous, non initiés au milieu médical, c'est une plongée dans un univers dont les codes nous échappent complètement. On s'est tous un jour présentés à l'urgence, ou en tout cas, on a tous eu affaire à recevoir des soins, mais de traverser de l'autre côté ouais. le Rubicon. Et tu Mm. sais, il y a une série documentaire là, qui jouait, je ne sais pas si ça joue encore à Télé-Québec, avec des urgentologues. Mhm. Il me semble Il y que en a oui. quelques-unes, là, mais oui, effectivement. Il y a une Oui, série qui était filmée sur place pendant les soins. Ouais. oui, voilà. J'avais écouté ça, j'avais vu quelques épisodes à l'époque. Mais le rapport d'intimité qu'on entretient avec une bande dessinée fait que le pas de nos traces devient une expérience de lecture vraiment fascinante parce que ton corps de travail, il est, je veux dire, c'est soufflant, c'est exaltant, c'est tellement prenant et que tout ça existe dans un corps de travail. Je veux dire, c'est ponctué d'événements. Ta journée est ponctuée d'événements et en plus, tu es accompagné d'une étudiante qui est en observation. Et donc, on s'identifie à cette étudiante-là aussi parce qu'en fait, on vit. On n'a pas, évidemment, on n'a pas les paramètres scientifiques que vous détenez, mais on s'identifie aussi à ce personnage-là en même temps qu'on s'identifie à toi parce que tout à coup, elle est le contrepoint un peu. Ça nous permet de Oui. respirer, ça nous relance, ça nous amène à réfléchir aussi et à déjouer certains mécanismes que tu déjoues toi-même. Et tu la mets en garde, cette étudiante-là. Ben, c'était important que j'ai quelqu'un à contrepoint parce que là, ça aurait été un long monologue finalement où j'aurais Ouais. dit ben, telle ou telle affaire arrive, etc. Mais d'avoir introduit cette étudiante-là, d'abord qui peut poser des questions que probablement un lecteur se pose en lisant la bande dessinée et qui permet également d'amener certaines précisions, d'amener certains commentaires à travers ce dialogue-là. Puis effectivement, c'était cette idée que si j'avais été l'unique protagoniste sans cette étudiante-là, probablement que la lecture aurait été davantage, je dirais, monosyllabique, hein, comme un seul discours et que ça aurait pu avoir l'air du doyen qui veut prêcher pour sa paroisse, ou je sais pas trop. Ouais. En tout cas, bref, ça amenait une dynamique qui était, je pense, souhaitable. Mm. Et ben, je le dis, c'est une plongée dans un milieu dont on entend parler dans l'actualité. Bon, qu'est-ce qu'on entend parler, nous, simples mortels, dans l'actualité? Et on a été ces derniers temps avec
avec les négociations avec les médecins, avec le gouvernement de la CAQ, hein, on a beaucoup entendu parler de friction. Mais là, toi, tu nous permets, dans cette plongée-là, de vivre, de voir, de constater des choses dont on parle peu dans les médias. Et, euh, et moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, Julien, dans mes lectures successives, c'est que, comme partout ailleurs dans la société, il y a un moment où j'imagine que pour se prémunir de la tragédie constante à laquelle qu'on est exposé, on sent parfois, chez certains intervenants, que la carapace est à ce point étanche que là, il y a le danger de glisser du côté d'un certain manque de bienveillance ou en tout cas de biais cognitifs. Hein. Tu abordes entre autres la question du racisme systémique et aussi du rapport que certaines personnes dans le milieu entretiennent à l'endroit des gens un peu plus marginaux ou en marge de la société. Et ça, on le reçoit comme un coup de poing dans le ventre. Là. Vraiment, ça nous vide l'air des sphincters. Là. Vraiment, quand tu abordes ça et on voit c'est ça, des gens qui discutent, des employés à l'interne, à l'urgence, qui discutent et qui passent des petits commentaires. Et, et, euh, et encore là, c'est très, très habile dans la manière dont tu amènes ça, Julien, parce que tu n'es pas tant dans la dénonciation que dans le renforcement de la nécessité de la bienveillance. Et tu le dis à l'étudiante, qu'il faut combattre le cynisme par la candeur. Il faut conserver cette candeur-là. Il faut combattre ça. Et j'imagine que probablement, on en revient à l'idée que tu exposais un peu plus tôt, c'est-à-dire de diversifier ses intérêts dans la vie, justement pour se garder frais, ouvert. Et ça, Julien, moi, je suis curieux de savoir, parce que ton livre a été lu là, par des collègues, par des gens du milieu, quelle a été la réception? Ben, en fait, cet aspect-là est intéressant, puis tu le mets bien en évidence, Jean-Dominique, hein, c'est l'autre côté du comptoir. Dans le contexte, dans les séries d'urgence qu'on voit habituellement, ben, il y a des patients malades, tu vas sauver quelqu'un en réanimation, etc., mais tu Ouais. n'assistes pas nécessairement aux conversations après ou qui ont lieu en arrière et autres. Et c'est cet aspect-là que moi je voulais mettre de l'avant parce que moi, une de mes grandes déceptions comme doyen, c'est qu'on lance dans l'arène de ce milieu de santé-là des jeunes étudiants, des jeunes étudiantes qui ont souvent à peine 20 ans et qui sont exposés et très fragiles et qui peuvent facilement tomber dans ce cynisme-là parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas partie de la gang et si tu ne rajoutes pas ton mot, ben là, tu te sens un peu à l'extérieur, tu te sens un peu exclu. Donc, c'est un peu cet élément-là que je voulais amener. Et lorsque je le mentionnais, comme tu le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de prévenir un peu les étudiants, de faire en sorte qu'ils puissent éviter de tomber dans ce piège-là. Et les commentaires que j'ai reçus, et j'ai trouvé très, très intéressant pour plusieurs. En fait, j'ai d'anciens intervenants, d'anciens professionnels de la santé qui m'ont écrit pour me préciser que oui, ils avaient vraiment senti ce que j'exprime. J'ai un père de famille qui m'a écrit pour me dire une de ses filles, qui était étudiante en médecine, avait quitté justement pour ce genre de problème-là. Donc, elle avait quitté sa formation. J'ai des étudiants en formation qui m'ont témoigné du fait que c'est vraiment ce qu'ils ont effectivement expérimenté lors de leur stage. Donc, à quelque part, ça l'a quand même effectivement atteint cet objectif-là. Et je te dirais une des choses qui me surprise cependant, c'est le peu d'intérêt quand même des médias de façon générale, parce qu'on ne parle pas de cette chose-là très, 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 très fréquemment. Comme tu le mentionnes, on ne nous amène pas vraiment très souvent derrière le comptoir, mais ce n'est pas quelque chose qui a été relevé par beaucoup de journalistes. Puis je trouve ça intéressant que tu l'amènes, Jean-Dominique, même si tu dis que tu n'es pas journaliste. De pouvoir Ah! avoir cette discussion-là, parce que c'était effectivement un début, puis c'est comme avec le racisme systémique, tu sais, je pense que c'est important qu'on en parle et puis qu'on
on ne laisse pas les individus seuls avec cette problématique-là, mais qu'on puisse organiser à l'intérieur du système de santé des actions concertées, des actions qui sont réfléchies, qui sont pensées, qui sont également vérifiées et étudiées, puis qui nous permettent donc de faire en sorte que ces comportements-là puissent éventuellement donc être abordés, être, je dirais, diminués, puis qu'on arrive à cette bienveillance-là dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'actuellement, donc malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les, tu sais, dans toutes les situations de soins qu'on rencontre. Et tel que je te le mentionnais, moi, j'ai eu plusieurs témoignages qui allaient dans le sens que j'avais visé juste en présentant les choses de cette façon-là. Ce qui est intéressant aussi dans la deuxième partie du livre, c'est qu'avant d'aller faire ton corps de travail et au retour du corps de travail, on passe un moment avec toi vraiment dans ta tête où tu quittes la maison en joguant vers le traversier pour donc partir de Lévis et te rendre à Québec. Et ben, durant ce trajet-là, tu vis un événement. euh, en tout cas, tu fais face à un conflit, c'est-à-dire qu'un automobiliste. Un événement traumatisant quand même, Oui, oui. voilà, On voilà. sait. Mhm. Traumatisant à plusieurs égards d'ailleurs et qui a un lien avec la chute Mhm. du livre aussi. Donc, un automobiliste qui passe tout près de toi avec une voiture bruyante, une conduite erratique, et donc tu vas lancer une balle de neige à cette voiture-là. Et c'est fou parce que hier, je regardais les nouvelles en ligne et avec tout ce qui se passe à Minneapolis, avec ICE, alors que les manifestants sont appelés à ne pas mordre à l'hameçon, ben, ils lancent des boules de neige aux policiers de ICE. Et je veux dire, c'est exactement la même chose qui se passe dans le livre. Et donc, cet automobiliste-là, froissé, dans son ego, dans son orgueil, va partir après toi, va te poursuivre. Et sans divulgacher quoi que ce soit, cet événement traumatisant-là connaît d'une certaine manière une conclusion à la toute fin du livre où ça te permet de te placer dans une position comme auteur et comme personnage de ton livre. Ça t'extrait de ce piège moralisateur parce que toi-même, en quelque part, comme homme, comme être humain, tu te retrouves aux prises avec une réaction face à un conflit euh, qui est peut-être pas qui était peut-être pas la meilleure réponse dans cette situation-là, mais qui est une réponse tout à fait humaine. Moi, je compatis avec toi parce que j'aurais fait exactement la même chose. Et donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un contrepoint également dans le livre qui fait en sorte que tout à coup, on n'est pas dans une morale première degré où on nous pousse ça en pleine figure puis on nous dit ah, alors là, Julien Poitras n'est pas prêchi-prêcha, pas du tout. Il dévoile de ses propres failles. Là-dedans, ça humanise et ça met en perspective tout le récit. Et ça, j'ai trouvé ça très, 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 très habile. Alors, ce qui peut, au premier abord, sembler anecdotique quand on est en train de lire, quand on amorce notre lecture, tout à coup, à la fin, tout se déploie. C'est vraiment, quand on parle de bienveillance, d'empathie, quand on parle aussi d'ouverture, là, tout à coup, ça prend tout son sens. Et ça fait en sorte que c'est une lecture stratifiée, le poids de nos traces. Et là, le titre prend toute son essence. Et j'ai trouvé ça très, très, très habile. Et j'essaie de pas trop en dire, hein, Julien, si tu as remarqué, Non, je pense que c'est bien. Je pense que pour c'est pas bien. Puis, gâcher le plaisir. Mais bravo. Hein. ben merci. Puis, ben, effectivement, c'est un album assez complexe. Puis, j'ai réfléchi longtemps quand même avant d'y arriver. Il y a un certain nombre de niveaux de lecture là, tel que tu soulèves. Mais ce que tu amènes comme point est juste. Puis, à quelque part, donc, c'est un peu avec l'expérience, à un moment donné, comme BDiste, qu'on arrive à ce genre de choses. Puis, effectivement, c'est tout à fait juste qu'on veut éviter
comment dire, de mettre l'emphase sur un sermon du début à la fin d'un album. C'est pas l'idée, hein, parce qu'on représente aussi à quelque part, c'est la vraie vie, là. Et la vraie vie, ben, ça va jusqu'à, comme tu le mentionnes, avouer qu'on a des faiblesses, qu'on est humain finalement, puis on revient à l'humanisme, on revient à la bienveillance et je dirais donc à cette idée-là là, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des autres. Mm. Ouais, moi, je conseille vraiment la lecture de cette bande dessinée-là, autant aux lectrices et lecteurs assidus de bande dessinée que pour des gens qui s'intéressent à découvrir des milieux, des gens qui se passionnent, entre autres, pour le documentaire, mais aussi pour les gens qui passent beaucoup trop de temps sur les médias sociaux, là où justement euh, on en a-tu des sermons? Est-ce qu'on en a des gens qui prêchent? Et tout à coup, la fréquentation assidue des médias sociaux, tout à coup, ça enlève des couches. Tout le travail de stratification qu'on retrouve dans ton œuvre, tout à coup, là, on est juste dans le premier degré. On est dans des chambres d'écho où il n'y a pas d'écoute, où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de conversation, où tout à coup, tout le monde prêche dans une espèce de désert, ouais, une espèce de désert émotif et intellectuel où là, tout à coup, c'est à qui fera le plus de bruit. Et moi, je conseille fortement aux gens de décoller de leurs écrans et de lire Le poids de nos traces, parce que même si c'est pas ça le sujet, il y a quelque chose qui s'installe en nous. Et comme je le disais plus tôt, quand on embarque dans la lecture de ce livre-là, on est complètement inspiré, on perd la notion du temps, on est complètement déconnecté de tout ce qui se passe autour de nous, parce que ce qui est raconté là-dedans est fascinant à plusieurs égards. Et c'est aussi, Julien, une invitation aux gens que moi je lance, parce que la bande dessinée, c'est quelque chose qui est multiple, c'est quelque chose qui est pluriel. Mhm. Et je trouve que tant dans sa structure que dans son approche graphique, que dans le sujet abordé, Le poids de nos traces nous amène complètement ailleurs. Et ça, en soi, c'est réjouissant. Euh, et je tiens à t'en féliciter parce que, d'autant plus que hier, je consultais le bilan Gaspard là, des ventes de livres au Québec et en 2025, selon le réseau des libraires, le livre qui s'est le plus vendu, c'est le nouveau Astérix. Et oui, Astérix, c'est de la bande dessinée, mais c'est une bande dessinée. Ce n'est pas la Mhm. bande dessinée. J'espère distiller chez les auditrices et les auditeurs la curiosité qui leur permettra de faire le pas et d'aller explorer. Moi, je trouve que Le poids de nos traces, c'est justement un des grands mérites de cette bande dessinée-là. C'est justement d'aller chercher des lectrices et des lecteurs qui n'en sont pas assidus à la bande dessinée. Ça Tout à fait. ouvre les perspectives. Et pour ça, moi, je tiens à te féliciter comme auteur et comme éditeur aussi pour l'audace que ça exige de lancer pareille bande dessinée dans l'univers. Oui, puis tu réfères vraiment à un des trucs qui m'animent beaucoup, autant comme auteur que comme éditeur, effectivement, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte, entre autres au Québec, qu'on puisse amener des gens qui ne lisent pas de la bande dessinée ou qui en ont lu quand ils étaient jeunes, puis ont lu des Astérix, mais qui ont arrêté d'en lire, justement à s'intéresser avec le foisonnement actuel de la bande dessinée. Il y a des choses intéressantes pour tout le monde. Plusieurs albums là, qui gagneraient à être lus, comme tu le mentionnais, par un plus large public. Et moi, c'est une de mes joies, là. J'ai eu quelques témoignages de gens justement qui m'ont mentionné ne pas lire de la bande dessinée, puis d'avoir été très intéressés par ce livre-là. On a eu les mêmes commentaires dans le temps pour René Lévesque. Il y a beaucoup de gens qui ne lisaient pas de bande dessinée, qui ont acheté, qui ont lu René Lévesque. Et moi, comme doyen, bon, j'ai pu profiter un petit peu de mon influence pour faire en sorte que des professeurs d'université, lorsque j'ai fait le lancement, donc achètent le livre, le lisent et me fassent des commentaires. Donc, je trouve ça toujours extrêmement intéressant d'avoir pu gagner quelques nouveaux lecteurs à la bande dessinée. Et ça, c'est un de mes petits plaisirs personnels. Et chez Moël Graphique, ce n'est pas la seule bande dessinée euh, qui aborde le milieu hospitalier. Il y a la série humoristique Stat, donc des courtes, des brèves histoires en une planche
de Yves Lessard et... François Paquet, oui. Oui, Mhm. voilà, docteur François Paquet. Donc, et encore là, c'est très intéressant parce que, et c'est un fait assez unique parce que, en tout cas, de mémoire au Québec, je veux dire, avant Stat et le poids de nos traces, on n'a pas vraiment abordé le milieu hospitalier en bande dessinée, me semble-t-il. Pas, en tout cas, pas de manière aussi frontale et de l'intérieur. Je ne crois pas, effectivement, Jean-Dominique, mais je connais pas tout, là, mais effectivement. Mhm. Ben, en tout cas, j'ai cherché et j'ai pas vraiment trouvé. Donc, comme quoi, même à même le catalogue de moyens graphiques, il y a la série humoristique Stat et Le poids de nos traces, qui tous deux sont des propositions complètement à l'extrême, euh, complètement à l'extrémité l'un de l'autre du spectre, et qui pourtant abordent, je trouve, des questions importantes dans des tonalités complètement différentes. Donc, chapeau bas. Et j'invite également les gens à lire Stat, qui n'a rien à voir avec la série télé. Mhm. Doit-on encore le dire et le répéter? Euh, mais en tout cas, longue vie à toi, Julien Poitras, comme auteur de bande dessinée, comme éditeur. Bravo pour Le poids de nos traces. Ce livre, ce que je souhaite, c'est qu'il circule entre le plus grand nombre de mains. Et d'ailleurs, tu en as produit, tu es revenu à tes anciens amours aussi, parce que tu as produit une édition collector, donc reliée à la main. En Euh, fait, tirage de tête, mais elle n'est pas reliée à la main, là, je dois te Ah contredire bon, là-dessus, d'accord. Jean-Dominique, mais c'est OK. vraiment un tirage de tête, mais qui a été pensé là, différemment par rapport à l'album de base. Donc, oui, comme tu le mentionnes, ça m'a amené à me faire un peu plaisir. J'ai toujours eu historiquement beaucoup d'attachement pour les tirages de tête de plein d'auteurs français, Bilal, Moebius, etc. Donc, quand il a travaillé sur cet album-là, je me suis dit, bon, je vais me permettre un tirage de tête là, de quelques centaines d'exemplaires. Donc, voilà. Mais Ben, effectivement, j'apprécie. c'est un livre qui s'y prête bien. Mhm. Et, bon, moi, j'ai acheté le tirage de tête et en le relisant, tout à coup, l'illustration de couverture prend un Mhm. tout autre sens. Et, Exact. mais pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le tirage de tête, il y a l'album officiel qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies qui ont du goût. Julien Poitras, Tout à merci fait. beaucoup de m'avoir accordé de ton précieux temps. C'est vraiment un immense plaisir et bravo encore et merci, euh, comme auteur de bande dessinée et comme éditeur, d'élargir nos perspectives. Et voilà. Merci beaucoup, Jean-Dominique. C'était une conversation extrêmement intéressante et j'ai bien vu que tu avais fait une lecture assidue avec des questions qui étaient extrêmement précises et justes. Donc, c'était vraiment très bien. Ben, écoute, moi, j'ai pour principe, hein, c'est comme quand on reçoit les gens à la maison, alors il faut bien les recevoir. Donc, qu'on m'accorde du temps. La moindre des politesses, c'est que je prenne le temps de vous lire avec tout le soin et l'attention que votre travail mérite. Longue vie à toi. Merci, Jean-Dominique. Merci pour ton travail que tu fais. Pour suivre Julien Poitras et les activités de Moël Graphique, rendez-vous au moelgraphique.ca. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.